Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Comme chaque semaine, nous allons décrypter un petit peu l'actualité pour mieux comprendre les humeurs des marchés. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors il y a évidemment pas mal de choses dont on doit parler cette semaine. On parlera évidemment technologie et IA. Ça faisait un petit temps quand même qu'on n'avait pas parlé en 2026. On va parler de réussite, d'échecs. Et puis avant tout ça, j'aurais quand même qu'on fasse un petit point sur les grands événements de la semaine dernière. Il faut dire que Donald Trump nous a laissé très peu de répit. Et pour les marchés, ça a été secouant, on ne va pas s'en cacher. Mardi dernier, quand il a été très agressif par rapport à sa volonté de récupérer le Groenland, les marchés n'ont pas apprécié, on ne va pas se mentir. Mais ils n'ont pas apprécié, non, absolument pas. Alors, il s'est passé deux choses, je dirais. D'une part, la bourse a baissé de 2%. Bon, on n'appelle pas ça un crash, évidemment. Mais enfin, la bourse est quand même très soutenue ces derniers mois. Donc, une baisse de 2%, ça indique bien qu'on s'est inquiété. Et alors, ce qui s'est passé également, et ça n'est pas passé inaperçu, sauf peut-être du petit investisseur particulier, mais c'est que les taux d'intérêt américains ont un peu rebondi. Et quand je dis un petit peu, le 10 ans américain, donc le taux de Treasury, était de l'ordre de 4,15% depuis la mi-décembre, grosso modo. Ils avaient un petit peu augmenté. Et puis alors le mardi en question, crac, on frise les 4,3. Alors on dit 4,15, 4,30. Mais en fait, oui, c'est quand même considérable, surtout que sur un graphique, on voit bien la pique du mardi en question. Et puis c'est important aussi parce que le marché des obligations de l'État américain, donc des Treasuries, est quand même le marché le plus important du monde. Il pèse plus lourd que les bourses. Alors, ça n'a pas passé inaperçu parce que on s'est dit, attention, ce sont des gens qui vendent des obligations. Parce que nous rappelons, si besoin en était, qu'une hausse des taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire une hausse du rendement de l'obligation à 10 ans, ça veut dire qu'il y a des gens qui en vendent et que donc le cours baisse. C'est automatique. Et on a relevé la déclaration de Trump. Outre le Groenland, il a dit aussi, attention messieurs les Européens, si vous voulez me faire du tort en vendant des obligations des Treasuries, moi je prendrai des mesures de rétorsion. C'est important à signaler parce que visiblement, comme ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur, clairement. Les taux d'intérêt qui montent, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour le consommateur, c'est pas bon pour les élections de mi-mandat dont on parle de plus en plus. Donc ça lui a fait peur et visiblement, les marchés, c'est ce qui compte pour lui, beaucoup plus que tout le reste. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que ce que certains avaient insinué, à savoir que l'Europe disposait d'un pouvoir de rétorsion éventuel en vendant des obligations de l'État américain, oui, ça marchait. C'était pas faux, c'était même tout à fait vrai. L'Europe était le plus premier détenteur, l'Europe globalement de Treasuries, y compris la Belgique, plus de 400 milliards. C'est évidemment Euroclear, ce ne sont pas les banques belges. Donc oui, confirmation, on a quand même un outil contre Trump éventuellement. J'ai l'impression que c'est un peu lui qui a donné l'outil presque. Je suis pas sûr que c'était une volonté de l'Europe de vendre ses obligations. Non, je crois que l'Europe n'a pas du tout cette intention, mais il a mis en lumière le fait que nous avions son talent d'Achille. Merci Donald. Effectivement, on peut le remercier. Alors c'est vrai que dans tout ce brouhaha géopolitique, on constate que finalement l'or, elle ne montre pas, ce métal précieux ne montre finalement pas vraiment de signal d'apaisement en fait, si on peut le dire comme ça. Mais non, tout à fait. Et ça, c'était l'autre chose à relever des soubresauts de la semaine dernière, c'est que quand Trump a sorti des déclarations plus apaisantes, la bourse a repris des couleurs, les taux d'intérêt américains ont de nouveau un peu fléchi, et même sensiblement d'ailleurs, et l'or, est-ce que l'or a fléchi aussi puisqu'il y a Est-ce que ça s'est passé ? Mais en fait non, l'or n'a pas fléchi, pas du tout. Il s'est approché des 5000 $ l'once en fin de semaine, il a franchi ce cap ce lundi, donc ça montre bien que l'or finalement, que l'on dit rempart contre les soubresauts géopolitiques, ça n'est pas entièrement faux. Enfin, on l'a déjà dit pas mal ici. En réalité, le moteur de la hausse de l'or, c'est ce fameux sell America, tous ces États, banques centrales, qui vendent des obligations de l'État américain parce que ces États n'ont plus confiance, ces banques centrales n'ont plus confiance dans Trump, dans le dollar, etc. Et c'est ça le vrai moteur de la hausse de l'or qui s'est emballé. Il faut quand même rappeler que c'est en septembre dernier, donc il y a vraiment pas très longtemps, que Goldman Sachs prévoyait
pour la mi-2026 un cours de 4 000 $ l'once. On y était le mois suivant. Et puis ils ont dit 5 000 peut-être si en cas de crise de confiance dans la Fed et donc dans le dollar. Cette crise, elle vaut depuis de nombreux mois déjà. Et les 5 000, on y est. Maintenant, Goldman Sachs table sur 5 400 $ l'once pour la fin de l'année. Au train où vont les choses, on y sera peut-être à Pâques. Hein. Oui, il y a moyen que ça aille vite quand même. Et donc, alors, voilà, si vous n'y êtes pas encore, je pense que c'est peut-être encore le moment. Certains attendent une correction. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Mais enfin, une correction, apparemment, ça ne pourrait être qu'assez provisoire. La tendance haussière est fondamentale et puissante. Alors on disait que l'or montre effectivement qu'il n'y a pas d'apaisement, que les gens ne sont pas rassurés. Il y en a un autre de secteur qui ne semble pas arriver à rassurer, c'est les techs et l'intelligence artificielle, évidemment. Les avis négatifs se multiplient, il y en a encore et encore sur cette intelligence artificielle. Mais oui, effectivement, alors il y a surtout eu la semaine dernière une étude de Deutsche Bank très critique sur OpenAI, en particulier la société qui est derrière ChatGPT, faut-il le rappeler. Alors, les valeurs technologiques en bourse connaissent des fortunes assez diverses. Nvidia a décroché de son sommet de début novembre, alors que la bourse continue de monter. Microsoft a fameusement décroché, moins 14% sur le sommet de fin octobre. Alphabet, par contre, plus 60% en un an. Google ramasse la mise à peu près partout ces derniers temps et a dépassé 4 000 milliards de capitalisation. Donc c'est assez divers et il y a des entreprises qui marchent bien et d'autres moins bien. Celles qui marchent bien, rappelons quand même TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui a publié des résultats au moment même du dernier podcast, donc on n'a pas pu en parler encore. En 2 mots, très bons résultats, chiffre d'affaires plus 25%, bénéfice par action plus 35%. TSMC, faut-il le rappeler, est l'empereur des semi-conducteurs. Il détient 60% du marché et même 90% pour les puces les plus pointues. Donc une entreprise complètement incontournable au niveau mondial. Ils vont investir 52 milliards cette année-ci, 30% de plus que l'an dernier. Donc bon résultat, mais surtout, au même moment, ou quelques jours après, Washington et Taipei ont annoncé un grand accord. Taïwan va investir 250 milliards de dollars aux États-Unis pour restaurer le leadership américain dans les semi-conducteurs, entre guillemets, déclaration de Washington. Les États-Unis fabriquent 10% des puces mondiales. Ils étaient à presque 40% en 1990. Donc, il fallait absolument se rattraper. Et cet accord, qui ne cite pas nommément TSMC d'ailleurs, soit dit en passant, mais qui concerne certainement, surtout TSMC, évidemment, est important pour cette entreprise aussi. On sait que Taïwan est quand même visé et dans le collimateur de Pékin. Alors, que se passerait-il si Pékin envahissait Taïwan ? Que deviendrait... Ça ferait un accord entre la Chine et les États-Unis, c'est pas mal. Oui, ce serait assez cocasse. Mais en réalité, pas vraiment, ou même pas du tout. TSMC perdrait, donc les actionnaires perdraient leur entreprise, perdraient la valeur de leurs actions. Non, justement, grâce à ce type d'accord, TSMC produira beaucoup aux États-Unis, produira aussi en Europe, soit dit en passant. Donc c'est une porte de sortie. Cet accord pérennise l'entreprise. D'autant plus que, et c'est très peu connu, mais il y a 3 ans, lorsqu'il y avait de grosses tensions, elles n'ont jamais cessé, mais entre Pékin et Taipei, le patron de TSMC a dit si c'est pour prendre notre entreprise, les gars à Pékin, c'est pas la peine parce que nos usines deviendraient tout à fait non opérationnelles dès l'instant où vous mettriez le pied à Taïwan. Est-ce qu'il y a un petit bouton qui permet de tout faire sauter ? Je ne sais pas, mais donc cet accord est très très important. TSMC, les actionnaires peuvent être rassurés, l'entreprise sera pérenne même en cas d'invasion de Taïwan par Pékin. Mais tu l'as dit, il y a des entreprises où ça fonctionne, il y en a d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Et l'air de rien, mais c'est un peu pour le cas pour Intel qui a quand même bien du mal depuis quelques années à récupérer ses couleurs. Mais le cours d'Intel est toujours inférieur de 20% à ce qu'il était il y a 5 ans. Intel, c'est le contraire de TSMC, c'est l'ange déchu des semi-conducteurs. C'est une entreprise qui était naguère très importante, qui s'est effilochée au fil du temps. Sauf que l'an dernier, on s'est dit, attention, Intel, on va leur pêcher. Donald Trump y a investi,
il a fait investir par Washington 9 milliards de dollars dans l'entreprise. Nvidia a pris une participation. SoftBank, le holding japonais, très investi dans les technos aussi. On dit, ah bon, ok, Intel est reparti. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Ils ont annoncé de très bons résultats fin de semaine dernière, mais ils ont dit aussi que en fait, l'avenir était un peu sombre. Et d'ailleurs, ils n'attendaient pas de bénéfices au premier trimestre de cette année, ce qui est quand même une sacrée douche froide. C'est pas pour rien que le cours a perdu aussitôt 17%. Bon. Pas de bénéfices, ça veut dire quoi? On vend pas de puces? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe est franchement très grave. Ils vendent des puces, oui, mais enfin, ils n'en vendent pas assez. Intel a commis une erreur monstrueuse au niveau de la stratégie. Et le marché ne s'en est pas rendu compte visiblement alors que c'était connu. Enfin bref, Intel était le roi des processeurs CPU. Ce sont les puces plus anciennes, les puces classiques. Alors que les puces les plus vendues aujourd'hui, Nvidia, c'est les GPU, puces graphiques. Et Intel a construit des usines pour des puces de l'avenir. Il y a la 14A pour ceux que ça intéresse. Bon, mais ils n'arrivent pas à les vendre. Et ce facteur aggravant, ils ont fermé leurs usines fabriquant des CPU. Or, on savait, et on s'en est fortement rendu compte l'automne dernier, que tout compte fait, on avait quand même encore drôlement besoin de ces puces CPU pour compléter les GPU. Donc, on s'est tourné vers Intel en disant « Tiens, dites bonne nouvelle pour vous, là, avec vos vieilles usines et vos vieilles puces. Eh bien, on en a besoin, figurez-vous. » Et Intel a répondu, enfin, je caricature, « Eh bien, c'est raté, les gars, c'est bien dommage, parce qu'en fait, on n'en a plus. » Alors, vous avez un marché qui demande vos produits et vous dites « Ah ben non, ce sont des vieilleries, on ne les fabrique plus. » Il y a un petit problème, et même un très très gros problème. Intel, finalement, c'est pas du tout ce qu'on espérait en matière de renouveau. Pas étonnant que Bank of America ait signalé « Je vois absolument aucune raison d'acheter une action qui affiche un rapport court-bénéfice de 90, alors que celui de Nvidia est de 25, et que Nvidia a un bel avenir, et que pour l'instant, Intel n'a pas d'avenir. » Donc un mauvais bulletin pour Intel, c'est incontestable. Il y a quand même dans l'actualité des choses positives dont on peut parler, en l'occurrence quelques introductions en bourse, et une importante introduction qui a eu lieu pas très loin à la bourse hollandaise. Oui, ça c'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits, parce que CSG, pour Tchécoslovaque Group, est entré en bourse d'Amsterdam. En effet, c'est une entreprise donc tchèque, c'est assez clair, qui fabrique des munitions et des véhicules blindés. Alors, bon, c'est pas de la haute technologie au sens classique du terme, enfin oui, c'est aussi de la technologie, et puis c'est surtout dans l'air du temps. Personne ne se souvient d'avoir vu entrer en bourse une entreprise, non pas de défense, mais osons le dire, d'armement. Le terme est un peu moins vilain qu'il y a quelques années. Cette entreprise a levé 3,3 milliards d'euros. Et le cours a bondi aussitôt de 25 à 32 euros, donc l'action, capitalisation 25 milliards. Ben voilà, on se rend compte qu'on a changé d'époque quand même depuis la guerre en Ukraine. Entreprise d'armement qui entre en bourse, qui est plébiscitée et qui est tchèque de surcroît. Ben oui, voilà quand même quelque chose qui marque les esprits à juste titre. Oui, effectivement, c'est un tournant. Autre introduction en bourse ? Oui, il en est question, mais... sauf erreur de ma part, ça n'a pas été officialisé par D'Ieteren. Il s'agit donc de sa filiale Belron, c'est-à-dire Carglass, ce que tout le monde connaît. En fait, Belron est la filiale qui avait été mise un peu la tête à moitié sous l'eau par D'Ieteren, quand D'Ieteren a eu besoin de rentrer pour payer ce fameux super dividende suite au changement d'actionnariat. On avait dit oui, c'est bien gentil les gars, mais enfin Belron est une belle boîte, mais enfin vous lui mettez des pavés sur la tête. Ça avait un peu refroidi les analystes, et d'ailleurs le cours de D'Ieteren avait un peu flanché, enfin c'était pas vraiment emballant. Mais bon, voilà, visiblement ils jugent aujourd'hui que Belron est tellement une belle boîte que même avoir 8 milliards de dettes, ça ne les empêche pas l'entreprise de valoir 24 milliards. Dont la moitié revient à D'Ieteren, ce qui signifie qu'en fait, quand on achète l'action D'Ieteren, on a Belron et que tout le reste est gratuit, pour ainsi dire. Donc, on comprend que ça ait soutenu le cours de D'Ieteren, évidemment, d'autant qu'il y a eu des objectifs de cours relevés à 215 pour Jefferies, relevés à 248 euros pour Barclays. Bon, il est clair qu'effectivement, là, D'Ieteren a retrouvé les faveurs, même si le cours a un petit peu réagi à la baisse en ces débuts de semaine. Mais donc, voilà, D'Ieteren est une valeur qui est remise sur les rails
très franchement et très spectaculairement, ce n'est certainement pas à vendre pour l'instant. Hein. Bon, on va attendre un petit peu quand même de voir, ça devrait monter encore. Mais voilà une information importante quand même, au cas où pour nos investisseurs, nos auditeurs, ça leur aurait échappé. D'Eatoren et CSG, donc, qui ont fait une entrée en bourse, ou en tout cas pas tout à fait officialisée, mais c'est un retour sur les rails. Comme tu le dis si bien, Guy, quelle leçon peut-on retenir de toute cette actualité, de tous ces événements? Quelle est la chose la plus importante que l'investisseur ne doit surtout pas oublier? Mais surtout pas oublier que les taux d'intérêt, c'est quand même une donnée extrêmement importante. Les taux d'intérêt à long terme, c'est ce qui est le plus important pour la bourse, avec les bénéfices des entreprises, bien sûr. Enfin, autant que les bénéfices des entreprises vont... Ça à la limite, c'est assez courant. On pourrait le redire dans 6 mois. Peut-être que la vraie leçon de la semaine, je dirais, c'est Intel. On savait qu'Intel fermait les usines de ces puces CPU. On savait qu'ils avaient des problèmes avec les nouvelles puces, qu'ils ne trouvaient pas d'acheteurs. Et malgré tout, on s'est dit Intel, c'est le renouveau, Donald y investit 9 milliards, Nvidia y investit aussi. Mais oui, mais on n'a pas été voir l'entreprise, voir ce qui se passait dans l'entreprise, et on y a cru, alors qu'en réalité, si on avait été toqué à la porte et dire « vous permettez que je jette un coup d'œil », on se serait rendu compte qu'on était très, très, très loin de compte. Excès de confiance. Excès de confiance, absolument. Et alors, c'est pas parce que Nvidia investit, c'est pas parce que Donald Trump investit que pour ça, ça va marcher du jour au lendemain. Donc, méfiance à l'égard d'un optimisme qui visiblement ne repose sur rien et dont on pourrait savoir qu'il ne repose sur rien. Eh ben, merci beaucoup, Guy, et on va terminer ce podcast avec une autre bonne nouvelle, puisqu'à partir du mois de février, nous aurons le plaisir de retrouver nos éditeurs, non pas tous les 15 jours, mais bien toutes les semaines, pour leur permettre effectivement d'être au fait de l'actualité des marchés et pouvoir anticiper les tendances. On se retrouvera donc tous les lundis matins dès 6h pour faire un petit point sur l'actualité économique. Je dis youpi et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Guy. Au revoir. Au revoir, Gaël. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous la saison de publication des résultats d'entreprise pour le 4e trimestre qui bat son plein aux États-Unis. Alors cette semaine est particulièrement importante puisque plus de 100 entreprises du S&P 500 représentant plus de 30% de sa capitalisation boursière vont publier leurs résultats et parmi elles, on retrouve notamment plusieurs grands noms du secteur technologique comme Meta, Microsoft ou encore Apple. Alors pour le 4e trimestre, les analystes s'attendent à une croissance bénéficiaire d'environ 10% aux États-Unis. Jusqu'ici, la tendance est plutôt positive, puisque les 49 entreprises qui ont déjà publié, dont de nombreuses banques, parmi elles, 84% ont dévoilé des chiffres meilleurs qu'attendus, avec une hausse moyenne de 17%. Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions définitives, c'est pourquoi les prochains jours seront particulièrement important. Et ce d'autant plus qu'une croissance bénéficiaire en ligne, voire supérieure aux attentes, est nécessaire pour permettre aux indices boursiers de poursuivre leur progression en 2026 et en même temps rassurer les investisseurs face aux craintes de bulles spéculatives dans le secteur technologique. En effet, le S&P 500, comme la plupart des indices boursiers mondiaux, se négocie actuellement à des niveaux de valorisation supérieurs à sa moyenne historique. Alors d'un point de vue sectoriel, le constat est tout à fait similaire, même si le secteur technologique se démarque avec un ratio cours-bénéfice nettement plus élevé à près de 24 fois les bénéfices attendus. Heureusement, les perspectives bénéficiaires restent globalement favorables puisque les analyses tablent sur une croissance des bénéfices de 15% pour les actions mondiales en 2026. Il existe évidemment des différences importantes entre les régions et les secteurs. D'un point de vue régional, ce sont les pays émergents qui se distinguent à une croissance bénéficiaire attendue de 20%, contre seulement 12% en Europe. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous privilégions les marchés émergents. Sur le plan sectoriel, le secteur technologique continue de se démarquer avec une croissance bénéficiaire attendue en 2026 de plus de 30%. Dans ce contexte, nous restons positifs sur le terme technologique au sens large, même si nous avons pris une partie de nos bénéfices sur le secteur des services de communication, un secteur lié à la tech dont les performances boursières s'éloignent aujourd'hui quelque peu des fondamentaux. En 2026, restons donc plus que jamais attentifs à la dynamique de croissance des bénéfices des entreprises. Ce sont eux qui porteront les marchés plus haut et déclencheront évidemment des arbitrages, soit régionaux, soit sectoriels chez les investisseurs. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance.
Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.